Message pour Madame Mylène Girard, secrétaire générale de la délégation interministérielle à la stratégie autisme et troubles du neurodéveloppement, que nous appelons la 10 ans, de la part de Éric Lucas de l'Alliance Autiste. Madame, premièrement, j'aimerais vous remercier déjà pour toute votre gentillesse, votre patience, tous les efforts que vous faites, que ce soit pour essayer de tenir compte de tout ce qu'on vous explique et pour aider les personnes dans les cas individuels. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier de rappeler. Le reste de ce que je vais dire risque d'être moins plaisant, mais comme vous le savez, j'essaye de rester le plus respectueux possible avec votre délégation. Quand je dis je, en fait, c'est au nom de l'Alliance Autiste. Et je commence par ce sujet parce que c'est très important et aussi parce que on a un problème avec ça actuellement. Il existe un problème que vous nous avez signifié. Quand je dis que nous essayons de faire le maximum pour respecter aussi bien en tant que personne qu'en tant que organe gouvernemental, c'est compliqué parce que la question du respect elle-même, elle est compliquée. C'est-à-dire que dans quelle mesure, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut respecter ou est-ce qu'on doit respecter des choses qui ne nous paraissent pas respectables, dans la mesure où, par exemple, elles sont tout simplement hors la loi ou violatrices de conventions internationales, etc., etc. Ça, c'est pour les agissements gouvernementaux, on va dire ça comme ça, pudiquement. Les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire vous, en l'occurrence, normalement, on ne devrait même pas avoir à discuter de ça. Pour nous, les personnes, c'est-à-dire les individuels, les égos, n'existent pas. Nous, on s'adresse à des fonctions. Et réciproquement. Nous, on s'adresse à vous en tant qu'association, avec ses particularités, ses défauts, tout ce que vous voulez, mais c'est une entité, c'est une personne morale. Le problème du respect, vous comprenez qu'il est difficile de respecter les actions, les positions ou les absences d'action de certains organes gouvernementaux, mais aussi d'associations, d'entités ou même de personnes individuelles qui ont une influence directe ou indirecte sur la vie des personnes handicapées, des personnes autistes handicapées. Donc l'exercice est assez difficile, et ce d'autant plus quand c'est à des personnes autistes qu'il est demandé. Donc pour nous, c'est extrêmement difficile de savoir où placer le curseur, parce que, bon, on veut bien essayer de faire des efforts, on peut comprendre, comment dire, le fait d'être autiste ne donne pas une sorte de licence pour insulter, pour tirer sur tout ce qui bouge, on est d'accord là-dessus. Vous avez certainement pu mesurer l'intensité des efforts que nous faisons, l'Alliance Autiste, et je dis bien l'Alliance Autiste, je mets pas les collègues qui sont pas dans l'Alliance Autiste, ils font ce qu'ils veulent, hein. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour me défausser de leur position que je partage. Mais le problème, c'est que on nous demande de respecter pas mal de choses, surtout des personnes et des associations. Il est interdit de les critiquer. Alors certes, je veux bien reconnaître que dans la lettre de 178 pages, quand il y avait des critiques sur quasiment tous les membres du CNTSA-TND, il y en avait quelques-unes qui étaient positives ou qui étaient perplexes, mais la plupart c'était très très sarcastique en fait, à juste titre, à mon avis. Et vous nous avez répliqué, vous nous avez répondu, merci pour ça, que vous ne partagiez pas du tout ces modalités de fonctionnement. Bon, c'est votre droit. Donc, nous, on a fait très pragmatiquement, on a fait ce qu'on nous a dit de faire, en résumé, et on vous a fait une correction des 3 premières parties de cette lettre. Ça a pris beaucoup de temps pour faire cette correction. Certainement, elle n'était pas très lisible, mais enfin bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Alors vous allez me répondre, nous aussi. Oui, sauf que vous avez tout le système gouvernemental, l'argent, le personnel, enfin tout, et nous, on n'a rien. On n'a rien. Y en a même qui sont poussés, et pas que moi, qui sont poussés à l'exil. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de suicide dans les personnes les plus proches. Enfin, c'est toujours une épée de Damoclès. Je veux pas
vous jouez une sorte de chantage au suicide, ce genre de choses. Bon, il y en a de certaines personnes dont il faudra bien parler, qui sont assez promptes à dégainer ce genre d'arguments, mais nous, on ne veut pas tomber là-dedans. En tout cas, c'est quelque chose qui existe, qu'il ne faut pas négliger. La question du suicide, elle résulte indirectement de l'action et de l'inaction gouvernementale. Je dis pas que c'est uniquement ça, je dis pas que c'est votre faute quand il y a quelqu'un qui se suicide ou quand il y a malheureusement un enfant autiste ou pas qui est achevé au couteau dans un ravin à côté de Marseille, bon, pour prendre un exemple, malheureusement. Mais on est bien obligé de reconnaître que si on met tous les paramètres dans la balance, si on regarde tous les tenants et les aboutissants, alors je sais pas si vous le faites parce que vous avez beaucoup de choses à faire, mais il n'est pas très difficile de démontrer, on va dire, les responsabilités, même si elles sont plus ou moins indirectes et plus ou moins diluées. Et là, c'est même pas vraiment, enfin, c'est pas vous d'ailleurs, c'est tout le système, mais le gouvernement actuel, même les précédents, mais là, on parle du gouvernement actuel. Et en ce qui concerne d'autres délégations, la responsable, puisqu'il faut bien appeler un chat, c'est-à-dire utiliser le mot responsable, c'est la déléguée interministérielle, c'était Madame Claire Compagnon, voilà, pour dire le nom. Et encore une fois, ici, il n'est pas du tout question de s'acharner sur une personne en tant que personne humaine. Ça nous fait ni chaud ni froid, quoi. Savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle pense elle-même, qu'est-ce qu'elle aime pas, de quel côté ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est les actions et les inactions. Bon, jusque-là, j'espère que vous êtes d'accord, et pardon si c'est peut-être un peu long. Mais à ce sujet, c'est vrai que les communications qu'on peut faire, ou en tout cas que moi je fais, elles ne brillent pas par leur esprit de synthèse, mais je fais ce que je peux. Et quand c'est par écrit, ça passe à moitié. Bon, il y a la moitié des choses qui passent à côté, qui sont pas comprises ou qui sont... Enfin non, avec vous quand même, c'est un peu plus de la moitié qui passe bien. Mais l'écrit, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'il faut faire des réunions. C'est pour ça que ça a été très bien, justement, je vais en parler, que vous ayez accepté de participer à une réunion en juin dernier, donc en juin 2022. Bon, malheureusement, vous n'avez pas pu arriver au début, puis vous avez dû partir avant la fin, mais enfin, vous avez quand même dit de toute façon tout ce que vous aviez à dire, ce qui est très bien. C'est dommage que ça n'ait pas continué. C'est là aussi le problème. Alors après, on peut évidemment... Je crois connaître un petit peu les argumentations. Premièrement, c'est que vous n'avez pas le temps, que vous pouvez pas faire tout ce qu'il faudrait faire, que vous faites déjà beaucoup, qu'il n'y a pas assez de monde, que notre association n'est pas très nombreux. Mais enfin bon, ça c'est pas tellement un argument qui tient, parce que même si on n'est pas nombreux, on fait des choses sur le fond, sur le long terme et sur le fond, on fait des choses qui sont importantes, comme on l'a fait avec l'ONU, mais d'autres choses aussi. Et quoi d'autre encore? Après, il y a le fameux argument de l'aversivité, si je puis dire. Mais le problème ici, c'est qu'on n'est pas là pour... vous, en tout cas, vous, en tant qu'organe gouvernemental, vous n'êtes pas là pour... Comment dire? C'est pas une question de faire des efforts ou pas faire des efforts en fonction de si un tel plaît ou ne plaît pas. Et c'est là qu'on entre dans les choses les plus problématiques, c'est-à-dire les questions. Alors bon, je vais essayer d'éviter la prétérition parce qu'on est à l'oral et ça passerait pas très bien. Mais donc, si je devais faire de la prétérition ou de la double prétérition, je dirais que je vais essayer d'éviter le mot copinage. Voilà, surtout pour pas dire des choses qui pourraient se révéler éliminatoires et justifier de ne pas écouter plus loin. Mais bref, on appelle ça comme on veut, mais il n'en demeure pas moins que, évidemment, quand certaines personnes sont plus agréables, c'est évidemment plus facile de les écouter et puis d'avoir des relations humaines tout à fait naturelles qui font que, qu'au final, c'est elles qui se retrouvent invitées dans les consultations, concertations et ainsi de suite, alors que les personnes, comme je vous le dis tout le temps, qui peuvent fournir des informations complémentaires, c'est-à-dire, je vous dis souvent, je vous écris nous vous écrivons qu'il faut consulter les organisations de personnes autistes handicapées dans leur diversité. Ça sous-entend
pas seulement celles avec qui vous vous entendez bien. Même si parfois on me rapporte que il s'entend pas toujours aussi bien, qu'il y a aussi des grincements, mais enfin bon, ça c'est un détail. Ce que je veux dire par là, pardon si c'est un peu confus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question de professionnalisme. Alors là, faut pas tout de suite se vexer ou dire mais pour qui je me prends, de reprocher implicitement que ça manque de professionnalisme. Mais alors on va essayer de dire ça autrement. C'est-à-dire que normalement, dans une profession, et a fortiori dans la fonction publique, la personne qui exerce sa fonction, bon, moi j'ai travaillé pendant 15 ans, donc j'ai jamais travaillé dans la fonction publique, mais quand je faisais mon travail, tous mes soucis personnels et toutes mes inimitiés ou éventuellement amitiés, mais il n'y en avait pas beaucoup, ça n'existait pas. Quand on est dans le travail, je veux pas faire le donneur de leçons, hein, c'est une spécialité bien française et bien jupitérienne, mais quand on est dans le travail, on fait le travail et puis c'est tout. Et c'est pas vous qui allez me dire le contraire, parce que je trouve que vous êtes plutôt professionnel. Mais il y a des limites. Et malheureusement, pour en revenir à cette question pour pas dire copinage, donc cette question d'atomes crochus, on va dire ça comme ça, avec certaines personnes, c'est un énorme problème parce que je sais qu'on vous en parle depuis des années, mais le problème, il est toujours là, et ce problème, c'est pas uniquement, non, c'est pas une question de un tel aime pas un tel, ou l'histoire de vouloir se venger, ou d'être frustré par rapport à je ne sais pas quoi. Il n'y a pas que moi qui soulève ce problème. Ce problème des personnes autistes censées représenter ou porter la parole des autres personnes autistes dans une certaine mesure, mais qui baignent dans les conflits d'intérêts dans la mesure où elles travaillent de toute façon dans le milieu du médico-social ou dans la fonction publique ou ce genre de choses, et où elles ont soit des enfants, soit des intérêts, soit etc., ou une famille, etc. Et donc elles ne peuvent pas être dépourvues de conflits d'intérêts. Ce n'est pas possible. De toute façon, l'ensemble, tout ce qui concerne ce que j'appellerais la gestion publique du handicap en France, de toute façon, c'est construit sur une sorte de marécage de conflits d'intérêts qui sont consacrés par l'article 1er de la loi 2502, comme nous l'avons montré. Nous, l'Alliance Autiste, dans notre rapport au Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, le CDPH, non pas le CIDPH, nous l'avons montré en 2020, en 2021. Ça a été très bien compris. Il faut dire que on a tellement insisté qu'il pouvait pas ne pas comprendre. Ça a été très très bien compris. Et monsieur Jonas Rouscous, il vous l'a bien expliqué, pas à vous personnellement, mais il a expliqué à la France. Il a bien expliqué que c'était la clé de voûte des problèmes, cette histoire de l'article 1er qui d'une part permet aux organisations gestionnaires d'établissements notamment de faire la pluie et le beau temps, c'est-à-dire d'être partout là où il faut, dans toutes les instances, etc., comme le CNCPH, comme tous ces trucs, et le CNTS-ATND, donc le Conseil national de l'autisme notamment, mais qui en plus, et ça on l'a montré aussi, qui en plus très subtilement dit que ces établissements, ces associations qui gèrent des établissements, elles peuvent être représentatives. Il n'y a pas du tout d'objection. Elles sont considérées comme des organisations représentatives des personnes handicapées, ce qui est absurde. Alors pardon de le redire tout le temps, mais c'est-à-dire, il faut commencer par le commencement, quoi, quand on veut s'occuper de quelque chose. Si vous voulez construire une maison, il faut commencer par les fondations et puis mettre les canalisations. Alors, pardon de le dire comme ça, puis je vais surtout pas m'énerver. Mais en plus, c'est pas du tout, vous n'y êtes absolument pour rien. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est cette histoire tout est construit sur les conflits d'intérêts. Donc après, tout le reste en découle. Et après, évidemment, quand on vous parle de ça, que ce soit la secrétaire générale de la délégation, ou même la déléguée interministérielle, l'ancienne ou la future, je dis bien la future au féminin, certains comprendront pourquoi je dis ça. Donc, je pense que c'est pas à votre niveau que vous pouvez, vous n'allez pas monter sur un cheval blanc pour aller révolutionner et tout, quoi. Et puis en plus, les lois, c'est même pas le gouvernement qui fait les lois, c'est le peuple théoriquement. Donc vous pouvez toujours nous dire c'est les lois, faut demander aux députés, etc. Mais toujours est-il que
on est dans un système qui... Alors je ne veux pas utiliser encore les termes relatifs à la cour de Louis XIV ou à tout ce qui est autour de la cour, les courtisans, les courtisanes, etc., parce que ça risquerait encore de froisser. Mais enfin, je peux pas m'empêcher de penser à ça quand je pense à ces trucs. Et tout ce système-là, il fait que toutes les personnes qui travaillent là-dedans, elles sont tenues d'une certaine manière, tout se tient, les gens se tiennent les uns les autres, mais tout est dicté indirectement par ce que nous appelons le lobby du médico-social. Faut pas essayer de me dire le contraire. C'est pas vrai. Si j'attends, moi, que quelqu'un essaie de me prouver le contraire, et franchement, on a tous les arguments, on a toutes les preuves. Encore récemment, le 23 juin, ça c'est qu'un tout petit exemple, c'est qu'un tout petit détail, le 23 juin 2023, donc, on a vu sur Twitter un article de Madame Pascale Ribes, la présidente de APF France Handicap, qui gère un grand nombre d'établissements. Bon, évidemment, on peut aussi débattre sur le bien fondé ou non des établissements, mais il n'y a aucun problème pour en parler. Peut-être que je vais en parler tout à l'heure. Mais cette personne, moi personnellement, je la connais pas, je sais même pas à quoi elle ressemble, et je m'en fiche complètement. Pardon pour l'expression. C'est pas le problème. C'est pas des questions de personne. Faut pas, on refuse de tomber dans ce genre de, pas de piège, mais de mécanisme. Nous, on parle des fonctions, des organisations, des organismes gouvernementaux quand on parle des gens, en fait, on parle des fonctions qu'ils occupent. Et on parle des actions et des inactions. C'est de ça qu'on parle. Donc il faut pas, pardon de le dire comme ça, mais il faut pas nous reprocher de nous en prendre à telle ou telle personne. Alors c'est vrai que parfois, rien n'est parfait, et c'est vrai que parfois dans des écrits ou même dans du verbal, on peut, je dis pas déraper, mais on peut égratigner, on va dire, personnellement, les côtés personnels de certaines personnes parce qu'on est fatigué de ce qu'elles font et tout ça, ou de ce qu'elles font pas, et c'est pas toujours facile de bien rester exactement bien droit au milieu de la route. Parfois il peut y avoir quelques petits écarts, mais ça c'est pas vraiment, c'est pas méchant, c'est pas malveillant, c'est parce que je dirais c'est de bonne guerre quand on voit tout ce qui se passe, et surtout ce qui se passe pas, quand on voit toutes les souffrances, tous les gens, quand je dis ça, je vous incrimine pas, mais quand on voit toutes les souffrances et tous les trucs, même en sachant qu'il y a eu quand même il y a eu des améliorations, quand on voit la lenteur et puis tout ce qui reste à faire, et encore une fois, c'est pas un reproche pour vous, mais quand on voit tout ça, quand on voit toutes les souffrances, quand on voit tous les gens, que ce soit les autistes, que ce soit les parents, enfin les familles, qui se prennent la tête tous les jours contre un système, c'est-à-dire l'hydre administratif français, de mauvaise foi, bon déjà qui est ignorant, souvent qui est bête à bouffer du foin, pardon de le dire comme ça, qui est de mauvaise foi, qui est souvent lié avec les gens du lobby, on va dire ça comme ça, ou les gens du lobby médico-social, et ça c'est pas très très difficile à montrer, et tant d'autres choses, sans parler de la justice bref, on peut difficilement rester zen, c'est ça le problème. Donc je trouve, et pardon si mon discours est peut-être un peu long et un peu confus, en plus il est loin d'être fini, mais je trouve que c'est pas très juste de nous reprocher ce que vous appelez la tonalité. Quand vous m'avez reproché à titre personnel la tonalité de certains de mes écrits, c'est pas vraiment un reproche, en fait, c'était un conseil. Vous essayez de comprendre pourquoi personnellement j'avais du mal à obtenir des réponses ou ce que je voulais de la part de ce que j'appelle l'administration française. Je dis pas aboministration pour pas vous vexer. Bon, en plus vous y êtes pour rien. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, cette question de ton, de tonalité, ça, c'est pas un prétexte, enfin oui, c'est pas un argument qui est recevable, sauf, bien sûr, s'il s'agit d'insultes ou d'injures. Mais, et encore, bon, c'est pas évident, en fait, de savoir où ça commence et où ça finit, C'est-à-dire les critiques un peu fortes et quand est-ce que ça devient des injures. Franchement, c'est pas facile. Par exemple, et je vais même vous poser une question. Par exemple, quand nous on écrit dans certains écrits récents, parce qu'à force de pas recevoir de réponse, forcément,
sans vraiment s'en rendre compte, nos écrits, nos dires deviennent de plus en plus irrités, on va dire ça comme ça, par le mutisme, et donc forcément le ton, le ton effectivement peut monter, donc avec l'emploi de mots plus forts que ceux qui étaient utilisés avant. Et j'essaie de comprendre pourquoi vous nous reprochez, comme vous l'avez fait dans vos derniers courriels, qui est l'un des rares en fait que vous nous avez envoyé, parce que sauf erreur, le dernier est daté de l'automne ou de l'hiver de l'année dernière, et l'avant-dernier de juin. Alors, il y en a peut-être eu un ou troisième, mais ça fait quand même pas beaucoup. Après, c'est vrai que vous pouvez toujours dire que vous faites ce que vous pouvez, que vous n'êtes pas forcément obligé de répondre à tout, etc. Mais enfin, quand même, vous pouvez pas non plus dire qu'on vous a submergé de courriels ou de lettres, en particulier cette année. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, pour essayer de revenir à ce que je disais, oui, toute cette histoire de reproche, vous nous reprochez dans votre dernier courriel, vous nous écrivez, et c'est pour ça que je vous fais ce message audio, parce que je suis bloqué. Il n'y a pas que moi, on est bloqué. Je vous l'ai dit d'ailleurs, je vous ai envoyé un email où je vous ai posé des questions que j'ai plus en tête, parce que sans les réponses à ces questions, c'est-à-dire sans ces informations de votre part, on peut pas répondre à votre courriel parlant d'injures ou d'insultes, diffamation, je sais plus, précisément parce qu'en fait on voit pas très bien de quoi vous parlez. Quand je dis ça, c'est pas de la mauvaise foi. Et vous allez voir. Par exemple, si on essaye de deviner ce à quoi vous faites allusion en parlant de la diffamation et des injures, si je me souviens bien, qui, d'après ce que vous expliquez, justifie le fait que vous ne répondez pas, les courriels de l'Alliance autiste, il se peut certes qu'ils soient parfois pas très gentils, mais c'est jamais malveillant, quoi. Il peut y avoir parfois quelques petites insinuations, mais franchement, nous on essaie toujours de respecter votre délégation. Déjà quand on vous écrit, évidemment, mais même en dehors, je pense pas, sauf erreur, à vous avoir critiqué, vous personnellement ou vous en tant que secrétaire général, ni en privé, ni publiquement, ni ailleurs. Ce qui est d'ailleurs, c'est sincère, quoi, mais je crois que c'est peut-être assez rare dans le milieu où tout le monde se tire à boulet rouge dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que vous nous reprochez, donc, pour appeler un chat, vous nous reprochez d'avoir des propos diffamatoires et insultants, ou injurieux, je sais plus. Alors, pour avancer, si on veut essayer d'être constructif, essayer de se corriger, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Donc, je vous dis, c'est pas de la mauvaise foi. Si j'essaye alors j'ai pas tous les mots de toutes les lettres, de tous les trucs en tête, mais si vous écrivez ça, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Vous pouvez pas écrire ça s'il y avait pas il y a pas de fumée sans feu. Mais qu'est-ce que vous considérez comme des injures? J'ai pas l'impression. Alors il y en a peut-être qui m'ont échappé, on va savoir. Mais moi j'ai pas l'impression que l'Alliance autiste ou moi-même vous ont envoyé des propos injurieux. Après, la question de la diffamation, c'est plus subtil parce que c'est des choses qui peuvent porter atteinte à l'honneur, etc. Donc là, c'est une question d'interprétation. C'est compliqué, quoi. Quand on vous dit il y a des gens qui sont responsables, qui sont coupables, voilà, le mot coupable, je pense que c'est le mot le plus fort qu'on a employé. Alors il y en a peut-être d'autres, mais c'est celui que je vois en tout cas. Le mot coupable, peut-être que c'est une sorte, d'accusation qui vise, qui incrimine, qui, je sais pas. Franchement, c'est compliqué, quoi. Vous nous demandez de marcher sur un fil. Vous, c'est pas personnellement, c'est-à-dire votre système. Mais en tout cas, par votre voix ou par vos écrits, nous demande de marcher sur un fil où il faudrait qu'on devine à quel moment est-ce que tel propos entre dans le cadre de la diffamation. Je dis même pas de l'injure ou de l'insulte, puisqu'on n'en fait pas, sauf erreur. De la diffamation, comment voulez-vous qu'on le sache? D'autant plus qu'on est autiste. C'est pas parce que je m'exprime en langue française plutôt bien, ça empêche pas qu'il y a quand même des difficultés. On le voit bien. Les difficultés qu'on a entre nous et vous, c'est des difficultés de communication et de relations sociales. C'est évidemment en rapport avec l'autisme. C'est ça qu'on a tendance à perdre de vue, enfin surtout vous, votre délégation.
Donc, ce qui se passe, c'est un peu difficile de parler de tous ces sujets, parce que moi, je vois un peu tout en même temps, donc excusez-moi. Mais nous, on a besoin de savoir quels sont les mots. Et si vous êtes sensibilisé à l'autisme, quoi, vous devez connaître un certain nombre de trucs. Donc nous, on a besoin de savoir quels sont les mots exacts que vous considérez comme diffamatoires, enfin, les mots ou même les expressions, si vous voulez. Vous nous dites ce que c'est, et nous, après, c'est bon. On se fait une petite liste. Bon, bah ça, il faut pas le dire, ça, il faut pas le dire, ça, il faut pas le dire. Et après, on fait en fonction. C'est-à-dire que on est bon, sauf oubli, évidemment, s'il y a des oublis, c'est autre chose. Mais on s'abstient d'utiliser les mots interdits, si vous voulez, dans les lettres. C'est pas très compliqué, ça, c'est pas compliqué. Mais on peut pas toujours deviner. Donc, pour l'instant, nous, on est bloqué dans les tentatives de dialogue au sens large du terme, avec votre délégation, parce que vous nous écrivez quelque chose qui est pas clair, c'est pas assez clair, c'est pas assez explicite, c'est-à-dire que vous faites référence à des notions de diffamation, d'injure ou d'insulte, qui ne sont pas explicites pour nous, qui ne nous parlent pas, ou pas suffisamment. On est obligé de se creuser la tête, bon, et on n'a pas le temps. Nous non plus, on n'a pas le temps, on n'a pas très envie non plus, pour tout vous dire, de se creuser la tête pour savoir qu'est-ce qu'un tel pense, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Il faut que les choses soient claires. Alors, franchement, certains de nos collègues vous ont dit ça de manière beaucoup plus directe, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais il s'agirait de nous dire ce que vous entendez par propos diffamatoires. On accuse, réception, je veux dire, de ce que vous nous dites, si vous le faites. On s'excuse, probablement, ou on vous présente nos excuses, si vous voulez, ou on vous prie de nous excuser, plus précisément. On essaye d'éviter de les refaire, et puis c'est bon, et on continue. En parallèle, en tâche de fond, on peut aussi, après, se demander dans quelle mesure est-ce que c'est justifié, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de ceci, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de... Non, bon, ça, c'est encore autre chose. Mais il faut être constructif. Ensuite, il y a un autre problème, c'est... là, je parle uniquement des problèmes de communication avec vos délégations, finalement. Mais vous nous reprochez, en fait, même si c'est reproché poliment, mais vous nous reprochez nos difficultés dans les relations, nos difficultés dans la communication et dans les relations sociales pour justifier finalement les refus de réponse et puis aussi, je suppose, les refus de participation dans les groupes de travail ou dans ce genre de choses. Alors, pour illustrer, j'essaie d'imaginer, puisque justement on peut pas dialoguer, on sait pas ce qui se passe, c'est l'opacité, puisque nous sommes frappés d'excommunication, je sais plus comment on dit, on ne peut qu'imaginer par interpolation, par des bruits qu'on entend, des trucs du style, telle association, telle personne, elle est infréquentable, elle est grossière, ou je sais pas quoi. Et là, quand on parle de grossièreté, il faudrait un jour qu'on parle bien sérieusement du directeur, là, du défenseur des droits, vous savez de quoi je parle. Lui, on verra, mais ça c'est loin d'être oublié. Donc tous ces trucs-là, le fait de nous opposer cette forme d'exclusion, en fin de compte, ne fait qu'aggraver les choses. Parce que franchement, vous avez certainement dû mesurer que plus on nous marche sur la tête, ça c'est mon expression, hein, et plus, moins ça va aller, quoi. Plus on va se rebeller et plus on va devenir virulent, si vous voulez. C'est pas des propos menaçants, ce que je vous dis. C'est une simple logique, quoi. Il y a deux options. Soit on se décourage, on s'écrase, on va creuser un trou et on s'y couche en attendant de mourir. Bon, ça c'est ma façon de dire les choses. Soit c'est le contraire. Nous, on est dans le combat pour le respect des droits, pour l'application des droits, pour la justice, pour l'équité, pour une vie plus libre, plus juste, meilleure, épanouie pour les personnes autistes handicapées. En résumé. Donc, on va pas lâcher le morceau. Moi, en plus, j'ai une chance, je parle personnellement cette fois, une chance, c'est dur à vivre, mais quelque part, c'est une chance. C'est que comme le système, là, ce système infect, parce que franchement, il n'y a pas d'autre mot, ce système infect français a eu la très bonne idée de m'enfermer pendant 15 mois dans un hôpital psychiatrique, plus tous les autres trucs, parce que je vous ai pas tellement parlé de l'ITEP
où j'ai passé 2 ans quand j'avais 6 ans et 7 ans. Je suis pas là pour venir me plaindre, pour pleurer, bon, c'est pas ça. Et puis le reste, les histoires de titres de séjour et puis tout le reste. Donc moi, sans doute vous l'aurez compris, il n'y a pas de problème. Moi, c'est jusqu'à la mort. La mienne, hein. J'ai l'intention de tuer personne, en tout cas pas. C'est encore jamais venu à l'idée, mais sait-on jamais. En tout cas, là, la remarque que je viens de faire, vous mettez ça devant un psychiatre et il va vous dire que je suis dangereux. Ça leur suffit en France. Tout ça, c'est de la mauvaise foi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que jusqu'à mon dernier souffle à moi, vous serez à la retraite, tant mieux pour vous depuis longtemps, mais moi, je vais continuer pour ce genre de choses. Parce que c'est insupportable, parce que c'est inadmissible, parce que c'est dégueulasse. Et je sais ce que c'est que d'être dans une situation de désespoir total où on a compris qu'il y a personne au monde qui pourra aider et que des psychiatres, des médecins, des psychiatres de merde peuvent vous garder aussi longtemps qu'ils veulent. Non mais essayez de vous imaginer le truc, quoi. Essayez de vous, Madame Girard, que vous voyagez en vacances, mettons, dans un pays, je sais pas où, et puis que pour une raison, je sais pas quoi, un insecte vous pique ou je sais pas quoi, vous faites une crise, que personne ne comprend rien, et qu'on décrète que vous êtes dangereuse, que vous êtes malade, etc., et que personne ne comprend rien, et qu'on vous garde, puis qu'après, les gens comprennent jamais ce que vous leur dites, et qu'ils vous gardent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et puis vous savez pas quand ça va finir, quoi. Je veux pas parler tout le temps de mon cas personnel, mais c'est pour que vous compreniez bien. Vous savez pas quand ça va finir. Et personne ne le sait. Ils le savent pas. Ils le savent pas. Et quand vous voyez un type dans votre chambre, ça fait 25 ans qu'il est là, et qu'un autre, un jour, on vous annonce, monsieur, machin, il est décédé, il était très très vieux, j'espère que, là, je vais pas entrer dans les détails, mais j'espère que vous mesurez un tout petit peu la profondeur. C'est de l'angoisse puissance 1000, quoi. Quand on est dans des trucs comme ça. Et là, je veux pas m'appesantir sur mon cas personnel. Mais c'est juste pour vous dire à quel point, personnellement, je suis motivé. Je suis pas tout seul, heureusement. Il y en a quelques autres, sur divers thèmes, sur divers sujets, qui sont motivés justement parce qu'on leur a pourri l'existence. Et moi, je suis motivé jusqu'à mon dernier souffle. Ça, il y a aucun problème avec ça. Donc, je risque pas de me décourager. Donc, tout ça pour dire que cette espèce de politique ou d'anti-politique, en tout cas de position qui consiste à ignorer les gens, je dis pas que vous le faites méchamment, mais il n'y a pas que vous, c'est tous les trucs administratifs qui consistent à ignorer les gens en espérant, je sais pas, ou par simple incurie souvent, ou en espérant qu'ils vont se fatiguer. Avec des gens comme moi, ça ne marche pas du tout, au contraire. Et je peux même le prouver, parce que j'ai 30 ans de combat administratif, au début qui était personnel, et puis on voit que ça monte, et ça devient de plus en plus concret, en fait. Donc, tout ça pour vous dire, et pardon si c'est très abstrait, très long, de toute façon, je pense que personne n'écoutera jusque-là, en tout cas pas d'un coup, mais tant pis, je continue. Peut-être qu'un jour, quelqu'un écoutera. Tout ça pour vous dire que l'attitude qui consiste à nous ignorer, franchement, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Ça explique aussi pourquoi les propos deviennent, de notre côté, et du côté des collègues, deviennent de plus en plus débridés, dans le sens où on fait moins d'efforts pour dire vraiment ce qu'on pense. Et bon, là c'est un peu de ma faute, parce que j'ai envoyé, en tant qu'Alliance Autisme, j'ai envoyé un courriel à, je sais plus si c'était à vous, et puis à Céline Poulet, enfin l'une après, l'une avant, enfin bref, sur, je sais plus quoi exactement, mais qui était pas insultant, hein, mais qui était, disons, très brut et très sincère, évidemment. Et j'avais mis certains collègues en copie, et eux, ils sont pas allés de main morte. Et ils ont le droit, bien sûr. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Après, moi, je suis pas responsable de ce que font les autres. Après, ça, c'est un truc à vous à gérer avec eux, hein. Ça veut pas dire, je veux pas me démarquer, me défausser ou dire je suis pas d'accord. Non, je suis d'accord avec eux. Et sur la forme, l'Alliance Autiste, elle fait différemment. Eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est tout. Mais par contre, vous nous avez répondu de manière collective à plusieurs personnes en même temps, en invoquant le fait que, cette histoire de propos diffamatoires ou injurieux, mais nous, l'Alliance Autiste, il y en a pas.
ou s'il y en a, dites-nous ce que c'est. Et je vous garantis qu'on va vous présenter nos plus plates excuses, et puis après, on va continuer à essayer de dialoguer. C'est pas un problème, ça. C'est vraiment pas un problème. Mais on sait pas ce que c'est. Et c'est compliqué. Nous, on a le droit de savoir de quoi vous parlez. On peut pas tout le temps comme ça être dans le vague, dans l'abstrait, dans les obligations d'interprétation et tout, qui sont justement des sources de problèmes. Franchement, on pourrait vraiment aider, parce que là, on est dans une sorte d'affrontement, mais la faute à qui? Au départ, c'était pas comme ça. Moi, quand j'ai contacté Guillaume Blanco en novembre 2014, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, avec Madame Valérie Toutain-Lasserie aussi, etc. On était, voilà, il y avait personne qui était contre personne. Il y avait pas des gens enfin, il y avait pas toutes ces histoires là qu'il y a eu avec, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui cassent du sucre sur le dos. Tout finit par se savoir. Ça, il y a quelque chose qui va pas du tout. Nous, on a fait depuis 2-3 ans, bon, pendant quelques années, vous n'avez pas entendu parler de nous, et je pourrais expliquer pourquoi, mais depuis 2-3 ans, on a fait beaucoup d'efforts dans l'attitude, dans la diplomatie, dans tout ça. Il y a qu'à voir les premières lettres, mais même toutes. Mais enfin, évidemment, plus ça va et moins c'est diplomatique, et c'est normal, c'est logique. Mais si vous regardez les toutes premières lettres, mais moi, je trouve que c'est des modèles de politesse et de diplomatie. C'est extrêmement déférent ce qu'on vous a écrit. C'est même pas des questions, c'est des demandes indirectes du style ce serait peut-être bien de faire ceci au lieu de vous dire brutalement envoyez-nous ça, ce genre de choses. Donc on a fait plein d'efforts. Je dis pas que vous en avez pas fait, mais il faut pas, comment dire, utiliser ce prétexte qui est pas que chez vous, hein. Ça c'est une des spécialités de l'administration française, de plonger les gens comme ça dans le mépris, ou du moins dans l'ignorance, enfin dans le mutisme, jusqu'au moment où fatalement les gens ils finissent par se révolter, ou par péter un câble, ou par faire une faute éventuellement, et là on utilise la faute pour leur dire ah bah vous voyez, ou pour dire aux autres vous voyez bien que c'est une personne qui est infréquentable, qui ceci ou qui cela. Ça, c'est franchement, c'est inadmissible, franchement, ce genre de mécanisme, parce que on utilise comme prétexte pour justifier un mutisme ou un mépris qui a duré pendant des années. On utilise pour justifier ça le résultat en fait, qui a été produit par le mutisme. On utilise la petite faute, le petit dérapage de l'usager, de la personne, de la famille, du parent, etc. Qui a un moment forcément, il y a un moment où il finit par s'énerver et par dire des choses, ou par écrire des choses. Et là, boum, on lui tombe dessus. Franchement, je vois pas d'autres mots que dégueulasse, quoi. Il y en a d'autres, mais franchement, oui, c'est dégueulasse, quoi. C'est injuste, en tout cas. C'est pas sérieux. Et je vous incrimine pas personnellement quand je dis ça, parce que c'est un peu tout le monde qui fait ça dans les trucs administratifs. Ça, franchement, désolé pour la tonalité, pour le coup, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable, ce genre de procédé. Nous, on vous a écrit très respectueusement. En plus, il y a les preuves, c'est publié. On n'a pas publié tout ce qu'on vous a écrit, mais pas mal. Il y a les preuves. Les gens, le public, ils peuvent voir. Est-ce que c'est injurieux ou pas? Oh bon, oui, c'est vrai qu'il y a des choses, c'est pas injurieux, mais parfois il y a des critiques qui sont un peu limites, quoi, qui mordent un peu sur la ligne rouge, probablement. Peut-être même qu'il la dépasse, va savoir, parce que qui fixe la ligne rouge? C'est pas facile. En plus de ça, une chose très très importante qu'il faut rappeler, c'est que même si le fait d'être autiste, handicapé ou autre chose ne donne pas une licence pour insulter les gens, et plus particulièrement ceux qui représentent l'autorité publique, bien sûr. Pour autant, c'est pas, comment dire, il faut pas oublier que on peut pas deviner, quoi. On peut essayer de deviner, il y en a qui se débrouillent plus ou moins bien et plus ou moins mal, mais on peut pas pardon, parce que ça m'énerve en fait, mais les services publics, les autorités publiques en l'occurrence, ne devraient pas se formaliser. Alors vous l'avez dit dans la réunion, vous avez dit vous inquiétez pas, nous on se formalise pas, mais c'est quand même ce que vous faites. Alors certes, s'il y avait des insultes, c'est tout à fait défendable qu'à un moment il faut dire stop, quoi.
Mais quand il y en a pas, c'est pas évident. En plus, est-ce que vous nous reprochez à nous les propos injurieux qui étaient tenus par des collègues dans les fils d'email, quoi? Nous, on n'y est pour rien, l'Alliance autiste. Franchement, c'est pas clair, quoi. Et ce que je veux dire, finalement, par rapport à tout ça, c'est que, et ça, je vous l'ai déjà écrit plusieurs fois, mais j'ai pas l'impression, je sais pas, enfin, vous dites que vous lisez, donc je suppose que c'est vrai, mais en tout cas, ça n'a pas eu d'effet. Je vous le redis, au cas où vous écouteriez jusqu'ici, je vous le dis bien, c'est pas spécialement propre à moi-même ou à l'Alliance autiste, etc., mais si des organes gouvernementaux, sachant que telle personne ou association ou même parent est autiste ou a d'autres particularités qui font que il peut avoir une communication peut-être abrupte ou qui se doute pas que certaines choses peuvent être insultantes ou ce genre de choses. Si ces organes gouvernementaux et a fortiori ceux qui sont censés être sensibilisés en matière d'autisme, c'est-à-dire votre délégation, si ces organes, donc en l'occurrence et notamment votre délégation, qui est la plus censée être sensibilisée à l'autisme et aux particularités, utilise comme prétexte pour ignorer, pour exclure, pour rejeter, utilise ce genre de choses, c'est-à-dire des questions de forme, des questions en fait de communication, des difficultés de communication, c'est-à-dire des maladresses, si on peut dire ça comme ça, des maladresses dans la communication et dans les relations sociales, à moins évidemment de pouvoir prouver que nous on serait conscients et que c'est volontaire et que c'est vraiment pour enquiquiner, que c'est vraiment pour insulter, que c'est malveillant et tout. Bon là, dans ce cas-là, très bien, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas le cas du tout. Donc ça risque d'être difficile à prouver. C'est pas le cas. Puis nous on est conscients de tout ça, donc on fait très attention à pas tomber là-dedans. Mais je vous dis, si la délégation compte continuer, parce que je sais même pas si c'est dans quelle mesure c'est vous qui décidez ou quoi, mais si votre délégation elle continue avec ce mécanisme qui consiste en fait à reprocher plus ou moins implicitement à certaines personnes autistes leur comportement ou à utiliser ça comme justification pour ne pas leur répondre, pour ne pas les inviter dans les groupes de travail, parce que c'est la réalité de ce qui se passe, pour etc., tout ce qu'on voit. Attention, quand je dis ne pas répondre, je fais une parenthèse, le fait de répondre c'est une chose, mais ce qui compte c'est pas tellement le fait de répondre, ce qui compte c'est de fournir les informations demandées dans la réponse. Mais ça, je ferme la parenthèse, parce que en plus de ça, de toute façon, votre délégation, elle ne nous répond plus depuis 1 an, à part 2 ou 3 exceptions. On vous a même envoyé, pardon de vous dire tout ça, hein, mais on vous a même envoyé plusieurs courriels, même qui sont publiés sur notre site, où on vous demande les raisons de notre exclusion, ou même on se demande à nous-mêmes pourquoi tant d'exclusions, etc. Et on n'a pas de réponse. Et au bout d'1 an, vous nous dites mais si on vous répond pas, bah c'est parce que il y a des propos diffamatoires et injurieux. Ils sont où? Ah oui, il y en a eu écrit par des collègues. Ça peut, enfin, je vais pas commenter, ils font ce qu'ils veulent, mais d'un autre côté, bon, sachant tout ce qu'ils ont vécu, on peut comprendre aussi qu'arrive un moment, ils vident leur sac aussi. Mais après, bon, c'est eux, ça les regarde eux. Mais nous, on vous a pas tenu de propos diffamatoires et injurieux, etc. Pas à ma connaissance, ou si c'est le cas de votre point de vue, faut nous dire ce que c'est, et puis c'est tout. Bon, je vais pas répéter ça, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que si votre délégation, que ce soit vous, que ce soit la future déléguée, ou que peut-être qu'elle existe déjà, j'en sais rien, tient à continuer à utiliser ce mécanisme pour se justifier, ça va pas aller en fait. Premièrement, parce que c'est pas juste. C'est pas juste parce que les éventuels écarts de langage ou les éventuelles outrances, qui certainement, oui, sont regrettables, mais on peut toujours ensuite en parler, dire oui, c'est vrai, on est allé trop loin, on regrette et tout. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous, on est capable de reconnaître nos erreurs. Ce qui est loin d'être le cas du système administratif français. Et c'est bien là le problème. Enfin, l'un des plus gros problèmes. Ça, j'ouvre une parenthèse. Ici, il y a quelques semaines, il y avait Olivier Véran qui est venu ici. J'étais même pas au courant qu'il allait participer à une réunion publique de la députée, donc j'ai profité de l'occasion pour lui parler devant tout le monde. Et c'était tout à fait,
c'était tout à fait sympathique, hein, comme réunion. Il y a aucun problème c'était pas une sorte d'allumé qui tire sur tout ce qui bouge, qui vient pour déverser ses griefs, ses frustrations, sa haine, je sais pas quoi. C'est pas du tout. Vous pouvez même lui demander, hein, si vous lui dites Éric Leca autiste, si vous lui parlez, ou s'il s'en souvient, parce que bon, il vous dira qu'il y avait aucun problème. Comme dans la réunion qu'on a eue là, de juin 2022. Eh bien, j'ai essayé de lui expliquer. Bon, il n'était pas venu pour parler d'autisme, évidemment, mais bon, moi je fais ce que j'ai à faire partout, chaque fois que c'est possible. Et donc je lui ai parlé de diverses choses, mais notamment d'autisme. Il nous dit que il s'occupe d'un ministère du renouveau démocratique et puis qu'il veut aller à la rencontre des gens puis comprendre ce qu'il faut faire, etc. Quand on tend une perche pareille et que le monsieur il est assis à 2 mètres et qu'il est tout sourire et qu'il vous rejette pas. Enfin, je pouvais pas faire autrement que de lui parler de certaines choses en rapport avec le handicap, l'autisme, etc. Malheureusement, j'ai pas enregistré, parce que c'était pas prévu, donc j'avais pas mon téléphone, j'ai pas enregistré. Mais bref, de toute façon, ça sert à rien en fait, parce que voilà, on parle, et puis bon, lui c'est pas son business en quelque sorte, enfin c'est pas son domaine. Il peut dire oui, c'est vrai, oui vous avez raison, etc., et puis c'est tout. Et après c'est oublié. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que il y a eu un moment où j'ai dit, alors c'était très diplomatique bien sûr, mais j'ai dit de toute façon le problème avec l'administration française ou je sais plus quoi, c'est que c'est pas dans votre ADN, je dis votre au pluriel, hein, c'est pas dans votre ADN la capacité à reconnaître ses erreurs. C'est un énorme problème. Donc ce que j'ai dit, qui est évident, c'est la palissade. J'ai dit que comment quand on ne peut pas reconnaître ses erreurs, comment voulez-vous qu'on corrige les erreurs qu'on peut pas voir, qu'on n'a pas le droit de voir, ou je sais pas comment ça se passe. Ça, c'est un très très gros problème qui dépasse de très loin la question de l'autisme et du handicap. Ça, c'est partout dans l'administration française. C'est encore, tout à l'heure, je parlais du système où tout le monde se tient avec ce problème de l'influence prépondérante du lobby du médico-social, que on peut démontrer sans aucun problème. Je commençais à vous parler de Pascal Ribes, j'ai oublié de continuer, mais il y a plein d'exemples. Oui, enfin, juste pour terminer, Pascal Ribes, elle, de APF France Handicap, dans un tweet du 23 juin, elle a déclaré qu'ils allaient faire une grande messe assise ou je sais plus trop quoi du handicap en septembre ou je sais pas quand, et pour définir les politiques du handicap. Voilà, c'est eux qui définissent. Enfin, c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas que des dires. Lors de l'audition ONU, qui était, enfin, la première qui était pas publiée, mais moi j'ai enregistré, cette dame, présidente d'APF France Handicap, elle s'est faite inviter, parce que je sais comment ça s'est passé, parce que la présidente de la CNCDH m'a expliqué comment ça s'est passé. Je vais pas le dire là, ça serait trop long. Mais elle s'est faite inviter à la place de la présidente de la CNCDH, donc des droits de l'homme, pour voilà. Mais franchement, même la présidente du comité CDPH de l'ONU, elle était surprise parce qu'elle a dit au début, il y aura telle personne, en disant le nom de la présidente de la CNCDH officielle, pour après dire non, finalement c'est pas elle. Non mais vous imaginez, c'est-à-dire que le lobby du médico-social en France, il fait la pluie et le beau temps. Ça c'est clair, c'est net. Et ils ont mis dans l'article 1er de la loi un auto-verrouillage pour se protéger, pour faire ce qu'ils veulent. C'est clair et net. Et des gens qui pèsent 2 millions d'emplois, faut pas venir me raconter qu'ils sont représentatifs des personnes handicapées, ce n'est pas possible. Ils peuvent l'être en partie, mais forcément c'est biaisé parce il y a cette histoire de 2 millions d'emplois, y compris notamment tout un tas d'emplois, je dirais tertiaires, qui ne sont pas défendables si les personnes vivent en dehors des établissements. C'est-à-dire tous les histoires de jardiniers, de chauffeurs, tous les travaux qu'il faut faire pour rénover les châteaux, les comptables, les diététiciens, les veilleurs de nuit, je vous en passe, tous ces directeurs et tous ces trucs qui n'existeraient pas si les personnes pouvaient vivre chez elles dans un appartement normal avec des gens qui viennent leur prêter assistance à domicile ou ailleurs même. Mais là, c'est encore un autre débat sur la désinstitutionnalisation et tout ça, mais je vais pas peut-être pas en parler maintenant parce que ça risque de faire un peu long. Donc j'en reviens, toujours pour le thème de APF France Handicap, il y a eu aussi une réunion
dont j'ai eu la chance de faire partie, par l'équipe de campagne du président actuel. Sans commentaire. Qui devinez qui c'était qui nous a annoncé les grandes lignes de la politique du handicap du futur, du président candidat s'il était réélu. Mais c'est le directeur d'APF France Handicap encore, qui nous a très placidement expliqué qu'ils avaient travaillé, qu'ils avaient établi. C'était sous-entendu APF France Handicap et puis quelques collègues autour de lui, dont je sais plus, Madame Dominique Gillot par exemple. Il faut pas venir nous raconter que c'est pas vrai, que c'est pas le lobby du médico-social etc. Donc le lobby du médico-social, lui, il est là depuis des décennies et il continue et il a ses 2 millions d'emplois, donc personne peut rien lui dire. Et les politiques, eux, ils changent. Ça dure quelques années. Ça va, ça vient, et puis vous êtes obligés d'inviter ces gens du médico-social parce que c'est la loi qu'ils ont eux-mêmes concoctée, et vous êtes assises à la table, même physiquement, avec ces gens, et forcément, qui défendent leurs intérêts. Et leurs intérêts, c'est d'abord les établissements, de toute façon. Puisque je parle de la question de la désinstitutionnalisation, il y a un truc super important, c'est que là encore il y a une histoire d'une certaine mauvaise foi, c'est que parce que j'aimerais quand même refermer le sujet que j'ai commencé, qui est très important juste avant, sur la question du fait d'utiliser les maladresses et les difficultés des personnes autistes pour justifier leur exclusion. En résumé, c'est ça. On peut parler de ça comme on veut, mais enfin, en conclusion, c'est ça. En résumé. Vous voyez, quand je fais de la synthèse, c'est pas toujours bon pour votre côté. Non, mais c'est ça. Tournez ça comme vous voulez, mais au final, c'est ça. C'est-à-dire que dans tous ces mécanismes d'exclusion, de mutisme, de rejet, de tout ça, qui sont pas forcément du mépris, mais le résultat c'est le même, c'est que de toute façon on est exclu. Là je vous joue pas des trucs à la Calimero, je vous parle simplement des faits. Nous sommes exclus. Il n'y a pas que notre association, il y a d'autres, il y a des personnes aussi qui pourraient compter, qui pourraient peser, qui pourraient apporter des choses très importantes, qui pourraient même vous aider, même y compris à faire contrepoids éventuellement contre des gens peut-être qui vous cassent la tête. Et nous on sait on peut vous aider là-dessus. Mais bref, et le fait, c'est difficile de parler comme ça longtemps en retrouvant les idées. Donc le fait de reprocher à des personnes autistes leurs éventuelles maladresses, etc., les choses qui sont pas très adaptées de votre point de vue dans la communication, en fait, étant donné que ça a pour résultat une exclusion, il faut appeler un chat, ça a pour résultat l'exclusion. J'essaie de vous expliquer ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette exclusion, elle résulte de l'absence d'aménagement raisonnable. Et ces aménagements, en résumé, ça devrait être, une certaine tolérance au regard des pics dans la communication, des maladresses, des choses trop qui peuvent être un peu difficiles, qui sont pas très adaptées. Il faut avoir une certaine tolérance, tout en fixant un point, une ligne rouge, en disant ça non, vous pouvez pas, mais au moins que ce soit clair, parce que sinon après c'est de l'interprétation et personne sait jamais, c'est-à-dire qu'il y en a, nous d'un côté on va dire nous on n'a rien fait de mal, et vous de votre côté vous allez vous dire sans doute ils exagèrent, là ils ont franchi la ligne rouge, donc on répond plus. Comment voulez-vous qu'on devine? On sait pas. C'est ça le problème, vous nous dites pas, on peut pas deviner, c'est pas de la mauvaise foi ce que je vous dis. Si vous connaissez l'autisme, vous devriez savoir ce que je vous dis. On peut pas deviner. On peut essayer de deviner, on devine pas trop mal, mais pas suffisamment. Si on pouvait savoir exactement, c'est-à-dire deviner la fine ligne, là, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment les gens vont réagir, ce qu'ils vont penser, toutes ces histoires qu'on met dans les histoires de théorie de l'esprit, ce genre de trucs. Si on avait une communication suffisamment bien adaptée, aussi bien dans les écrits, dans l'oral, les relations sociales, tout ça, on serait plus handicapé autiste.
Donc si on n'était plus handicapé, autiste, on n'aurait rien à vous dire, on serait pas légitime, on n'aurait pas le droit de vous parler. Et d'ailleurs, on ne vous parlerait pas parce qu'on ne serait pas handicapé, donc on serait en train de faire autre chose. Et le corollaire de tout ça, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que, sans vouloir m'acharner sur ces personnes, les personnes qui sont suffisamment peu handicapées, en termes de relations sociales, etc., donc on peut dire ça de notre manière, c'est-à-dire les personnes qui sont suffisamment habiles, eh ben, c'est les seuls que vous écoutez. Ce qui peut se comprendre humainement, si c'est pour vous c'est trop difficile avec des gens comme moi, par exemple, malgré tous les efforts que je fais. Mais ça va pas. Et ça va pas surtout pour un organisme gouvernemental qui est spécialisé dans l'autisme et qui justement devrait donner le là, c'est-à-dire devrait donner l'exemple. Alors certes, vous êtes beaucoup mieux que les autres. Certes, vous comprenez pas trop mal l'autisme, vous voyez des autistes tous les jours, etc. Donc bon, ça d'accord. Mais malheureusement, c'est encore pas suffisant et on le voit parce qu'il y a quand même encore il y a trop de friction, il y a trop de parfois de manipulations qui sont pas de votre fait et de choses comme ça. Et ces personnes qui sont tellement habiles, et là c'est pas des attaques personnelles, mais ces personnes qui sont tellement habiles, et vous savez bien de qui je parle, parce que j'en parle tout le temps, et je suis pas le seul, d'autres en parlent de manière beaucoup moins diplomatique que moi, plus elles sont habiles, moins elles sont représentatives du handicap autistique. Plus elles sont habiles en termes de communication, relations sociales, et tout ça, et tout ça. C'est logique. Ça, c'est implacable, hein. C'est mathématique, comme on dit, hein. On peut rien y faire. Donc, si vous fonctionnez de cette manière, en communiquant, en invitant, en écoutant que les personnes qui sont finalement les moins handicapées, parce qu'au final, c'est ça, en fait, vous écoutez les personnes qui sont finalement les moins représentatives des problèmes en question. Bon, après, c'est de la théorie, parce qu'on peut toujours aussi dire que même si elles sont comme elles sont, qui sont très peu handicapées, elles peuvent aussi vous faire remonter des problèmes de personnes qui sont plus handicapées, etc. Mais il n'en demeure pas moins que ces personnes qui sont les seules que vous acceptez, c'est aussi celles qui sont les moins handicapées. Et c'est précisément parce qu'elles sont les moins handicapées que ce sont elles que vous acceptez. Alors je reconnais que c'est difficile, bien sûr que c'est difficile. Mais nous, on vous explique ça. On vous l'a expliqué par écrit plusieurs fois, de diverses manières. Là, j'essaie de vous l'expliquer encore par audio. Je sais que c'est très long. Probablement, vous n'allez pas écouter jusqu'au bout. Ben, j'y peux rien. Nous, comme je vous l'ai dit, on vous submerge pas. On vous submerge pas de courriels et de lettres, même recommandées et tout. Je me demande même s'il y en a une seule de lettres recommandées cette année. Vous voyez. Donc, je suis désolé. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Si c'est pas vous, si vous avez pas le temps, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui écoute. Vous, je sais pas, vous recevez ça, vous dites bon bah là, il nous a parlé pendant 1 heure, 2 heures, matériellement on peut pas, vous chargez quelqu'un de le faire. Pardon, mais enfin, c'est la France, quoi, c'est la 5e et la 7e puissance mondiale. Faut pas dire qu'il n'y a pas les moyens pour payer quelqu'un, pour payer un stagiaire ou je sais pas qui. Quand vous voulez, vous pouvez. Même pas parler des études et des machins, de tous ces millions qui sont payés pour des... Bref. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est un peu long à dire, mais quand des organismes, et en particulier des organes gouvernementaux en particulier, comme le vôtre en particulier, donc qui est sensibilisé à l'autisme, invoque directement ou indirectement nos particularités dans la communication et nos difficultés et nos maladresses et tout ça, nos inadaptations de votre point de vue dans la communication et dans les relations sociales, en fait, vous invoquez notre handicap. Vous invoquez notre handicap pour justifier le fait de ne pas nous répondre, c'est-à-dire de nous exclure. Et là, je suis désolé de le dire comme ça, mais ça ne va pas du tout. C'est inacceptable. Alors, si vous avez des arguments là-dessus, très bien, on peut en discuter. Alors, peut-être qu'il y a un moyen de trouver un juste milieu, je sais pas, on peut discuter. Peut-être que nous, on n'est pas tout à fait... chacun a son point de vue, donc il faut pouvoir dialoguer, il faut pouvoir débattre pour que chacun de son côté rectifie un peu et puis pour se rapprocher de la ligne du milieu de ce qu'il faut faire, quoi, dans l'intérêt des personnes évidemment. C'est pas pour se faire plaisir personnellement, moi je m'en fiche pas mal, hein. Moi je suis libéré, c'est bon, moi je suis tiré d'affaire, hein. Je vis plus en France, c'est bon, je suis libéré maintenant de tous ces problèmes.
Mais bref, fin de parenthèse personnelle. Donc, ce que je veux vous dire, et c'est pas des propos à caractère menaçant, c'est que si quelqu'un écoute ça, pour que vous soyez bien conscient dans votre délégation que ce qui se passe en invoquant, même indirectement, notre handicap, en fin de compte, qui précisément concerne les difficultés de communication, etc., vous faites du refus d'accès aux groupes de travail, etc., aux consultations. Attention, quand je dis consultation, il suffit pas. La question de la consultation citoyenne que vous avez faite, ça, je vais pas en parler maintenant parce que ça serait trop long, ça durerait des heures et des heures. Mais on a participé, ça, on en reparlera. Mais quand vous faites ça relève de la discrimination, mais au sens légal du terme, la discrimination préjudiciable, au sens légal du terme, au sens de la CDPH de l'ONU. C'est sûr, hein. Vérifiez si vous voulez. Donc je vous dis, vous, quand vous nous dites, en gros, vous nous dites attention, là, vous avez dépassé la ligne rouge dans vos propos, dans votre ton. Bon, on peut et il faut corriger. Mais nous, on peut aussi vous dire une autre forme de ligne rouge, c'est-à-dire quand il y a tous ces refus, ces rejets, cette exclusion, même si c'est pas méprisant, mais dans les faits, ce qui compte, c'est les faits, c'est l'exclusion. Là aussi, il y a une ligne rouge et puis qui a été franchie, hein. Et en plus, pardon de vous le dire comme ça, mais nous, on a toutes les preuves, quoi. On fait tout par écrit, ou presque. Et si c'est pas par écrit, vous voyez, c'est enregistré. Et même quand c'est du live, c'est enregistré aussi. Alors en parlant de ça, justement, la réunion là de juin de l'année dernière, elle était très bien. C'était très sympa. Je vais pas en parler en détail ici, c'est pas le moment, c'est pas le sujet. On en a évidemment discuté avec certains collègues à l'époque et puis beaucoup plus récemment, et je pense qu'on va revenir sur ce sujet. Bon, c'était bien, c'était utile, c'était très utile même. Et c'était sympathique, c'était humain, et c'est ça qui manque. Parce que évidemment, c'est facile de Paris de se dire bon bah là, il y a ce type, ça a l'air d'être un emmerdeur patenté, c'est un dingue. Bon, on va essayer de lui répondre quand même de temps en temps, parce que sinon il va trop nous pourrir l'existence. Enfin, je sais pas comment vous pouvez penser, mais bon, imaginons ce genre de truc. Bon, il y en a qui me l'ont dit, hein, comme vous savez, hein, chez le défenseur des droits, on me l'a dit très très vertement, hein, ce genre de choses. On m'a dit, vous m'emmerdez profondément, allez emmerder quelqu'un d'autre. Bonne journée, clac. Ça, c'était la fin. Alors bon, moi je veux bien. Alors, le défenseur des droits, c'est pas la délégation interministérielle autisme, bien sûr, mais c'est deux poids deux mesures, quoi. Je veux bien admettre que peut-être parfois certains propos, effectivement, peuvent être un petit peu caustiques. Bon, en même temps, il faut aussi comprendre que c'est aussi une manière de soulager un peu certaines frustrations, mais qu'il faut pas le prendre personnellement. Je vous l'ai toujours dit, il faut pas le prendre personnellement, les trucs. Bon, je vois pas ce que je pourrais vous reprocher personnellement. Non, c'est pas ça. Mais d'un autre côté, nous, c'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire que de nous, on exige la perfection, ce qui est encore moins acceptable quand on exige la perfection dans la communication de la part de personnes autistes qui, par définition, ont plus de difficultés pour faire ça. On exige que nous soyons de parfaits funambules dans la communication avec vous. Je trouve qu'on se débrouille quand même pas si mal. Surtout quand je vois les autres. Souvent, les lettres, les emails, ça se termine par du cordialement, alors merci. Mais enfin bref, fin de parenthèse. Donc là, cette réunion, en tout cas, c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu d'autres. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Alors précisément, justement, si quelqu'un écoute jusque-là, d'ailleurs, ça sera la preuve, on verra si quelqu'un écoute jusque-là, j'aimerais, au nom de l'Alliance Autiste, vous demander si on peut organiser une nouvelle réunion avec plus de monde de notre côté, des personnes qui connaissent des choses de terrain, peut-être des parents, ou des familles, ou d'autres associations, un peu plus, pour parler de choses plus concrètes. Parce que quand on parle des grandes lignes, des grands trucs, vous pouvez toujours nous dire, oui, effectivement, nous sommes de tout cœur avec vous, vous avez raison, on pense bien la même chose, on va bien dans la même direction, on veut faire la même chose que vous, et je crois que c'est vrai en plus. Mais c'est pas, ça reste quand même assez théorique, et disons que c'est pas constructif. Bon, bref, j'aimerais savoir si on peut faire une nouvelle réunion. C'est pas une demande abusive, je veux dire une par an, c'est quand même pas une demande abusive. Et juste quelques détails, si quelqu'un écoute jusque-là, il ou elle pourra écouter jusqu'au bout. Il y a un énorme problème, c'est que pour les questions
les questions politiques, on va dire, sur lesquelles vous n'avez pas la main, comme vous nous l'avez expliqué, je résume là. Il y a beaucoup de questions, par exemple la désinstitutionnalisation ou des trucs vraiment très très profonds, ou l'article premier de la loi 2502. Bon, évidemment, c'est pas vous qui allez. Mais pour tous ces trucs-là, vous nous répondez, enfin vous bottez en touche en nous disant, nous on est chargé, la délégation, nous sommes chargés d'appliquer des choses qui ont été décidées, et puis c'est tout quoi. On peut même pas commenter ce que vous nous écrivez, Monsieur Lucas. C'est ça en gros que vous nous dites. Donc nous, on prend acte de ça, et qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'écrire, enfin d'interpeller des entités gouvernementales qui sont censées avoir la main dessus, avoir l'autorité, être compétente pour répondre à ce genre de truc, supposant qu'il y en ait. Mais le problème, comme on vous l'a déjà bien dit, c'est que quand on fait ça, c'est-à-dire souvent si c'est des ministères ou le Premier ministre, etc., nos lettres, elles sont redirigées chez vous. Merci de nous l'avoir signalé, même si c'était avec quelques mois de retard. Donc c'est complètement aberrant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dont on peut pas discuter, parce que ces sujets, on est censé discuter avec d'autres personnes que vous, qui les redirigent automatiquement vers vous, qui ne pouvez pas en discuter. Franchement, c'est indigne de la France, ce genre de truc. Je vous en ai reparlé lors de notre réunion. Vous m'avez dit oui, c'est vrai, oui, c'est un problème. C'est un problème. Enfin, il y a des points de blocage comme ça qui font qu'on arrive à un moment, on avance, puis il y a un moment où on se trouve face à un mur ou face à une porte fermée. Et là, on nous dit oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a la porte, elle est fermée. Oui, c'est un cul-de-sac. Ça, c'est vrai. Il y a un dysfonctionnement. Et puis c'est tout. Là, j'ai pas le temps, faut que je parte. C'est difficile. On en reparlera. Puis il se passe jamais rien. Faut pas. Non, mais franchement, faut pas s'étonner si au bout d'un moment les gens ils pètent un câble. Par exemple, moi je pense à Joseph, ça fait, je sais pas, au moins 15 ans qu'il fait des trucs, qu'il explique, qu'il parle, qu'il fait plein de choses. C'est pire qu'avant. Avant, la consultation, elle était plus juste. Maintenant, il y a un goulot d'étranglement. Les gens sont choisis, juste les gens qui plaisent, et puis les autres, ceux qui disent des choses importantes ou qui disent tout simplement que le roi est nu, ils sont mis sur la touche, ils sont exclus, ils sont pas fréquentables, etc. Franchement, c'est indigne de la France, ce genre de comportement. Nous, on essaie de vous expliquer des choses, certainement maladroitement ou pas très très gentil, j'en sais rien, mais je pense que c'est pas une bonne idée de nous rejeter comme ça, de nous écouter poliment mais sans plus, parce que on pourrait vous aider, et quand je dis vous aider, c'est surtout pour aider en fait, pour une vie meilleure pour les autistes. On pourrait vous aider pour plein de trucs, et de toute façon, c'est pas acceptable cette façon de faire, parce qu'en plus, comme je vous l'ai expliqué, ça relève de la discrimination, c'est répréhensible théoriquement, et ça va pas du tout quoi. Et pour finir, juste une petite parenthèse sur cette histoire de choix des personnes. C'est-à-dire, en ce qui concerne la désinstitutionnalisation. Nous, vous savez qu'on essaie de défendre ça, on n'est pas les seuls. Et la position gouvernementale qui, d'après ce que j'ai analysé, elle est relativement dictée en fait par le lobby et par les cogitations des gens, des grosses organisations gestionnaires. C'est très malin ce qu'ils ont trouvé. C'est de dire... nous, on raisonne pas en termes d'institutionnalisation ou de désinstitutionnalisation, a dit Madame Cluzet, mais de choix des personnes. Ce qui signifie qu'en fait, les personnes choisissent si elles veulent aller dans ces établissements. Or, Dieu sait que malheureusement, les parents eux-mêmes font pression. Il y en a même un qui a fait une grève de la faim. Mais c'est abominable ce genre de truc. Pour que son enfant puisse aller pour avoir la chance que son enfant soit ségrégué dans cet apartheid des établissements. J'ai le droit d'en parler, moi j'ai la légitimité, j'ai passé 2 ans dans ces trucs. Et pourquoi est-ce que je suis comme ça, je suis désagréable? Pourquoi est-ce que je suis un chat échaudé? Mais c'est en grande partie à cause de cette saloperie. Parce que dans ce truc-là, moi j'ai appris à détester la vie en société, la vie sociale, etc. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est pas ma faute. C'est la faute de cette saloperie.
Donc j'ai tout à fait légitimité pour parler de ça. Enfin bref, c'est encore un truc qui vous montre que quand votre système nous exclut en disant mais monsieur Lucas il est ceci, il est cela, il est pénible, c'est un malade, je sais pas quoi, ou il nous parle mal donc on peut pas. Mais ça va, c'est très très fautif, ça va pas du tout. Parce qu'en fait vous invoquez non seulement mon handicap, quoi, mes difficultés pour saisir toutes les subtilités qu'il faudrait saisir pour marcher exactement sur le fil, sur le je sais pas quoi, alors que je me débrouille pas trop mal. Mais en plus de ça, vous invoquez aussi tout le côté irritable, on va dire ça comme ça pour simplifier, et donc fatalement désagréable quand il y a des problèmes, qui résultent de mon enfance, de ce qui s'est passé, enfin c'est de la maltraitance quoi. C'est pas ce qu'il y a de pire, mais parce qu'il y a bien pire. Mais ça s'explique par ça. Donc faut surtout pas, je vous le dis gentiment, hein, mais il faut surtout pas utiliser comme prétexte l'irritabilité de Monsieur Lucas, parce que là ça va encore plus loin, hein, parce que c'est double, c'est de la discrimination préjudiciable basée fondée sur le handicap, c'est-à-dire nos difficultés de communication, etc. Mais en plus de ça, vous invoquez, pas vous personnellement, mais dans l'ensemble, vous invoquez les conséquences sur ma vie, sur toute ma vie, et aussi pourquoi j'ai tant de problèmes dans ma vie, à cause de ces maltraitances-là. Enfin oui, en gros, c'est de la maltraitance. 2 ans dans cette saloperie. Donc je vous le dis, ça je vous l'avais jamais dit, mais ben je vous le dis. Gentiment, hein, bien sûr. Hein. Donc ça, franchement, ça va pas. Alors, je continue sur cette histoire. Je vais jusqu'au bout. Je continue sur cette histoire de désinstitutionnalisation. Madame Cluzel et le lobby en général, enfin bref, nous dit le choix des personnes. Donc le choix des personnes, c'est encore un truc qui est absolument inacceptable. Alors d'un côté c'est très malin, c'est très intelligent, parce que le choix des personnes en fait c'est la liberté des personnes handicapées ou de leur famille, etc. Donc qui voudrait aller contre la liberté des personnes individuelles? Même l'État théoriquement il n'a pas à aller contre ça. Donc c'est très malin. Franchement, ils sont forts. Ils sont forts. Sauf que nous on n'est pas trop bêtes non plus. Et je vous dis, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le dire, il y a de très très gros points faibles dans cet argument, et je vous garantis que chaque fois qu'on aura l'occasion, on va les utiliser ces points faibles pour appuyer, oui, là où ça fait mal, en tout cas là où il faut. Premièrement, on peut pas, honnêtement, invoquer ce fameux choix des personnes quand en fait c'est un choix entre la peste et le choléra. C'est-à-dire qu'on propose aux personnes soit de vivre dans une société. Alors vous allez me dire, oui, mais monsieur Lucas, on le sait, tout ce que vous nous racontez. Bah, peut-être, mais je vous le dis à ma manière pour que ce soit vraiment bien clair, qu'on sache bien de quoi on parle. Même si je suis obligé de monologuer, malheureusement, faute de dialogue de votre part. Donc, il est proposé aux gens, par le système français, soit que leur enfant, ou leur enfant adulte, se prennent la tête dans des souffrances sociales dans la société ordinaire, à se cogner la tête contre des murs et contre des portes au sens figuré du terme, mais même parfois au sens propre, constamment, parce que le système social, socio-administratif n'est pas adapté, c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible. Je parle pas là, je vais parler que de l'autisme, des handicaps relatifs à l'autisme et aux troubles spécifique à l'autisme qui caractérise l'autisme. Ça, je vais pas le redévelopper maintenant, la différence entre l'autisme et les troubles. Je vous en ai déjà parlé, vous avez dit avoir compris, vous avez corrigé vos pages. Merci pour ça, très bien. Là, vraiment, bravo. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas honnêtement invoquer cette histoire de choix des personnes quand de toute façon, en fait, elles ont pas vraiment le choix. Les personnes, elles ont le choix entre 2 enfers, quoi. Parce que la société où il n'y a pas d'accessibilité pour les autistes, il n'y a pas de politique d'accessibilité, ni encore moins évidemment de mesures pour l'accessibilité des personnes autistes handicapées. Donc on le sait, moi je suis bien placé pour le savoir, mais n'importe quel autiste, que ce soit même à l'école ou étudiant ou adulte ou quoi que ce soit qui vit pas dans ces centres, qui sont quand même encore la majorité qui vivent pas dans ces centres, il sait très bien qu'il souffre en permanence. Et comme
On le dit tout le temps, il ne souffre pas à cause de l'autisme. Claire Compagnon, faut pas dire du mal quand les gens sont pas là, mais elle dit, et vous me corrigerez si c'est pas vrai, mais elle dit qu'il y a des gens qui souffrent à cause de l'autisme. C'est pas vrai, ça. On ne souffre pas à cause de l'autisme. On souffre à cause des conséquences de l'absence ou de la très mauvaise prise en compte de l'autisme partout, c'est-à-dire notamment dans le système socio-administratif. On souffre des conséquences de l'inaccessibilité en fin de compte, de l'absence de politique d'accessibilité. Les politiques d'accessibilité pour les personnes autistes handicapées, c'est un thème que apparemment, personne ne parle jamais de ça. Nous, l'Alliance Autiste, en tout cas moi en particulier, je peux très bien en parler, peut-être pas tout, mais enfin une très grande partie, et vraiment aider à faire comprendre ce que c'est. Mais il n'est pas question de vous servir sur un plateau, à vous ou à je sais pas qui, au CNCPH, qui nous répond jamais, c'est hors de question de leur apporter sur un plateau une analyse écrite, un document prêt à l'emploi, avec tout ce qui est bien, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pas faire, et puis au revoir monsieur, alors qu'on nous répond même pas. On daigne même pas nous... Franchement, c'est inacceptable, ça. Quand Madame Céline Poulet nous dit « Ah, mais le président du CNCPH, Jérémy Bourrois, il est tout à fait d'accord pour discuter avec vous, pour dialoguer, pour ceci, pour cela. » Et dans les faits, c'est pas vrai. On lui a écrit plein de fois, on a fait plein de trucs pour ça. Il nous a jamais répondu. Ni elle pour lui, quoi. C'est pas vrai, ça. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas vraies. Je vais pas faire la liste, ça serait trop long. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de politique ni de mesures d'accessibilité en France, il est fallacieux, il est malhonnête de dire aux personnes « Ah ben, vous avez le choix ». Franchement, c'est n'importe quoi. C'est donner le choix entre... je sais pas, c'est évident à comprendre, quoi. Donc là, c'est pas bien. Et ça tient pas la route, cette histoire. Et ça, on va bien s'en occuper, ça, dans le prochain rapport ONU, CDPH, ou dans d'autres, chaque fois que ce sera possible. Peut-être dans des plaintes, ça, on verra. Je suis pas tout seul à décider, Mais il y a un deuxième argument pour dire que c'est pas le choix des personnes, c'est que souvent, ce fameux choix des personnes, en fait, c'est le choix des parents, qui est pas forcément celui que la personne aurait. Je vais pas toujours parler de moi, mais moi je peux très bien en parler dans mon cas. Je n'étais pas du tout d'accord. Tellement c'est horrible, je vais même pas pouvoir vous parler de ça parce que je vais pleurer. J'ai pas envie de pleurer maintenant, quoi. Mais moi je peux vous garantir que j'étais pas du tout d'accord pour aller dans cette saloperie. C'était horrible. Mais c'est pas une histoire que Monsieur Lucas il fait ceci, il fait cela parce qu'il a souffert à l'hôpital ou je sais pas quoi. Ce que je dis, c'est des vérités qui existent, ce sont des faits qui existent, même si moi j'existais pas, ce serait vrai quand même. Donc là aussi, il faut pas, faut pas utiliser ce pseudo-argument, c'est-à-dire qui tendrait à minimiser mes propos sous prétexte qu'il serait biaisé par mon expérience malheureuse, etc. Bon, certes, ils sont forcément influencés, mais pas de manière erronée, quoi. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que cette histoire, ça tient pas du tout, cette histoire de choix des personnes. Les gens, ils doivent vivre là où ils ont envie de vivre, comme tout le monde. C'est l'équité, sur la base de l'égalité avec les personnes non handicapées. Ils doivent pouvoir vivre dans des appartements qui sont pas forcément des appartements adaptés ou je sais pas quoi. S'ils ont envie d'habiter dans tel quartier, dans tel machin, dans tel truc, il faut s'organiser avec des assistances. Ça serait bien d'avoir des appartements qui soient relativement proches les uns des autres, dans des villes, dans des villages ou quoi que ce soit, pour que les assistances puissent se déplacer. Sauf que ça arrange pas tellement les affaires du business, du médico-social. Mais nous, on est là pour défendre les personnes. On n'est pas là pour défendre le business du médico-social. Sauf que vous, du côté des politiques et des autorités publiques plutôt, vous n'avez pas le choix. Vous êtes bien obligés de leur tendre le micro, de les inviter. C'est la loi qui vous oblige à le faire. Cette fameuse loi, ce fameux article premier de la loi 2502. Donc Jonas Rouscous, il a très très bien compris, il a bien dit. Donc là, c'est un très gros problème. Que faire par rapport à ça? J'en sais rien, mais en tout cas, ça va pas du tout. C'est loin, très très loin d'être terminé tout ça.
Et enfin, donc, pour parler justement de la question de l'accessibilité, je vais finir avec ça, pardon si c'est long. L'accessibilité, donc, pour les personnes autistes handicapées, comme pour toutes les personnes, hein, c'est indispensable. C'est la condition, c'est la base. Je parlais de terrain et de bâtiment, de construire une maison au début. Vous construisez pas une maison sur des sables mouvants ou sur un terrain qui est pas consolidé ou je sais pas quoi. On ne peut pas, honnêtement, ou même, enfin, logiquement, sérieusement, traiter de politique de handicap si on commence pas par l'accessibilité des personnes dans la société. Alors c'est vrai que la notion même d'accessibilité pour les personnes autistes handicapées, c'est pas forcément quelque chose qui paraît évident, contrairement au handicap moteur par exemple. Mais là où il y a, oui, votre délégation, quoi, vous êtes en tort. Je vois pas comment le dire autrement. Il y aurait sûrement moyen de le dire plus diplomatiquement, mais bon, le résultat c'est que vous êtes en tort. Dans la mesure où nous, ça fait plus d'1 an qu'on on vous serine, on vous parle beaucoup de cette histoire d'accessibilité, on vous demande à participer, on vous demande d'introduire l'accessibilité dans la prochaine stratégie. On l'a fait de plein de manières qui étaient pas du tout diffamatoires ni injurieuses ni rien. Bon, après évidemment au bout d'1 an, il y a des mots qui ont été écrits et ces mots c'est responsabilité et culpabilité. C'est tout, mais enfin, c'est logique. Et puis c'était aussi ces mots qui sont forts, ils sont aussi pour bien faire comprendre, au cas où ça n'aurait pas été compris, que c'est vraiment quelque chose qui est absolument indispensable. Faut commencer par là. Sauf que vous, comme en gros vous n'écoutez quasiment que les gens du lobby du médico-social ou d'autres personnes, soi-disant, qui sont censées nous représenter, mais qui travaillent soit pour le lobby du médico-social, soit pour la fonction publique ou dans l'enseignement, etc., qui peuvent pas mordre la main qui leur donne à manger, en résumé. Donc, vous n'entendez que certaines choses, et il y a une culpabilité, c'est-à-dire que nous, bon, l'Alliance Autisme, mais il y en a d'autres, enfin nous en particulier, et vous avez vu que mine de rien, on peut quand même on peut avoir une certaine influence puisqu'on l'a fait avec l'ONU comme levier, on l'a utilisé comme levier, c'est la CDPH, le comité CDPH. Je vous dis, on a bien demandé, on vous l'a demandé par courriel, par lettre, pour demander l'accessibilité pour les personnes autistes handicapées. En résultat, on n'a rien. À part un courriel de vous, où vous nous avez dit, ah oui, faudrait qu'on en parle, faudrait qu'on fasse une réunion pour l'accessibilité, etc. Mais franchement, je sais pas ce qu'il va y avoir dans cette stratégie. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait les termes qu'il faut pour ça. Et je vois même pas comment il pourrait y être, puisque dans toutes vos réunions, vos consultations, c'est uniquement à la sauce du lobby du médico-social. Or, le lobby du médico-social, pardon d'enfoncer des portes ouvertes en le disant, il ne peut pas s'occuper d'accessibilité. Alors oui, ils disent qu'ils luttent, soi-disant, pour une société inclusive et nanani et nanana, mais arrêtez, quoi. Ça, c'est vraiment de la tartufferie, quoi. Ils peuvent pas dire, écoutez, nous, on s'occupe de garder les personnes handicapées comme des oiseaux dans des cages et ça nous va très bien comme ça. On a 2 millions d'emplois comme ça. Mais on aimerait tellement que ces personnes puissent sortir de la cage. C'est pas possible, quoi. Ils peuvent pas dire en même temps on veut ouvrir de nouveaux établissements, on veut se développer, on veut ci, on veut ça, on veut des crédits, on veut machin chouette, et en même temps dire on aimerait bien ne plus exister. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je parle des établissements avec hébergement. C'est ça le problème. Les services, ça va, c'est discutable, mais c'est nettement moins grave que les établissements avec hébergement. Donc, de toute façon, ces établissements avec hébergement, ces associations, ces business qui vivent en fait du manque d'autonomie. C'est-à-dire que plus les gens sont autonomes, moins les gens ont besoin de ces établissements. C'est d'une logique implacable, ce que je vous dis. Si vous n'êtes pas d'accord, faut qu'on en discute.
Donc ils peuvent pas en même temps vouloir. C'est comme une climatisation. Vous pouvez pas régler en même temps sur le plus chaud et le plus froid. C'est pas possible, quoi. Ça n'a pas de sens. S'ils disent ça, c'est forcément hypocrite et fallacieux. Donc non seulement c'est pas dans l'intérêt de ces entités économiques vivant de l'absence du manque d'autonomie, c'est pas dans leur intérêt de développer l'autonomie dont ils vivent du manque. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Ça, c'est un premier problème. Et je rappelle donc que c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Donc bon, la boucle est bouclée. Mais en plus de ça, de toute façon, même s'ils voulaient, ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire parce que c'est des leviers au niveau des autorités publiques, au niveau de l'administration, des services publics, des réglementations, des normes, des formulaires, de l'attitude. C'est surtout des questions d'attitude. C'est surtout des questions, il faut pas se formaliser, et puis surtout, il faut prêter attention. Et puis, il faut évidemment être capable de détecter si une personne est autiste ou pas. Vous avez parlé de plein de trucs, mais ça a été oublié. Je vous avais parlé de choses pour pouvoir reconnaître une possibilité d'autisme avec une sorte de réseau, avec des gens qui auraient un numéro, les gens à la CAF par exemple, ils auraient un numéro de support pour appeler justement ce que j'appelle des référents autisme et qui peuvent très bien être des référents handicap qui sont aussi spécialisés en autisme. Et ça n'a rien à voir avec les HFHI. Ça, c'est pas du tout la même chose. J'ai essayé d'expliquer ça dans la réunion. Vous nous avez dit, finalement, c'est vous, la délégation, qui êtes réputée pour ça. Enfin, il y a que 3 personnes, pardon, mais c'est pas... Vous êtes déjà bien assez débordé avec l'implémentation de la stratégie. Si vous pouvez pas c'est pas vous qui pouvez vous occuper de tous ces trucs. En plus, il faut que ce soit des gens qui soient spécialisés en autisme. Vous êtes bien gentil, vous êtes sensibilisé, mais vous n'êtes pas une professionnelle de l'autisme que je sache. Donc non, ça va pas du tout. Et je parle même pas du problème aussi du fait qu'on peut pas en fait être autiste handicapé et faire de l'activisme, faire du militantisme, c'est-à-dire avoir vous comme premier interlocuteur, et en même temps, c'est-à-dire qu'on peut pas chercher de l'aide parce que au final, comme vous me l'avez écrit vous-même, à titre individuel, l'aide, l'assistance, la résolution de problèmes relatifs à notre handicap, en fin de compte, pour certaines personnes comme moi, comme d'autres, il y a que vous, il y a que chez vous, on arrive au même numéro, quoi. C'est-à-dire que l'entité qui est la seule compétente pour discuter, pour dialoguer, encore faudrait-il qu'elle le fasse suffisamment, c'est vous, c'est la délégation, mais en même temps, vous êtes aussi la seule qui est capable de fournir de l'assistance, en gros. Donc, comment voulez-vous ? Fatalement, il y a un effet pervers. Fatalement, on est obligé de choisir, et je l'ai vu moi-même. On n'est pas allé très loin, hein. Mais j'ai bien vu un moment, et je me suis dit, Madame Girard, la délégation, elle pourrait peut-être m'aider sur tel truc d'assistance, etc. Oui, mais si en tant qu'Alliance Autiste, je demande trop de choses, etc., forcément, elle va moins vouloir m'aider. Enfin, c'est assez logique. Donc, ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Et en plus, je suis pas certain que cette mission-là, c'est très, très honorable, hein, tout ce que vous faites pour aider les familles, etc., quand ils sont dans des situations de blocage. Moi, j'admire ce que vous faites. Quand vous me répondez un samedi soir ou un dimanche, je dis, bon, là, franchement, chapeau. C'est pas le fonctionnaire, l'histoire des fonctionnaires où c'est ceux qui arrivent en retard au bureau qui croisent ceux qui partent en avance. Bon, ça, c'est bien. Ok. Mais, ouais, pardon, je parlais d'un système de ce que j'appelle des référents autisme, donc le terme qui a été repris dans les recommandations du comité CDPH de l'ONU. Mais donc c'est des sortes de médiateurs, de facilitateurs et puis de personnes ressources, de support, de soutien. Par exemple, ça existe en Italie. Vous savez bien que depuis 1977, il y a plus d'établissements pour enfants handicapés, c'est banni. 46 ans de retard en France. Enfin, et ça continue. Donc, mais par contre, dans l'enseignement, évidemment qu'ils ont des équipes de support, des numéros et tout, parce que forcément, c'est pas facile à l'école. Mais bref, s'il y avait ne serait-ce que une personne, au moins une personne, pour tout le pays, quoi, la France, 7e puissance mondiale, s'il y avait ne serait-ce qu'une personne chargée de tenter de répondre mais une personne spécialisée là-dedans, qui ferait que ça,
parce que vous faites ce que vous pouvez, mais vous avez d'autres choses à faire. Et comme je disais, je suis pas certain que ces missions d'assistance aux familles ou aux autistes soient écrites dans vos missions, hein. Ça serait à vérifier, mais ça m'étonnerait, hein. Mais s'il y avait une personne pour ça, donc ça serait la mission, c'est-à-dire de servir de référent autisme, c'est-à-dire de personne de soutien, de support sur laquelle que ce soit les ministères ou même les services publics pourraient se décharger parce que ça les dépasse évidemment, parce que comme je vous l'ai dit, on peut pas former tout le monde. Vous n'allez pas former des centaines de milliers de fonctionnaires à savoir exactement comment gérer une personne autiste qui arrive en face. Déjà que c'est pas facile. Non, il faut juste qu'ils soient formés suffisamment pour détecter une possibilité d'autisme, c'est tout. Après, ils envoient un email, ils appellent un numéro, je sais pas quoi, et après la personne qui est spécialisée là-dedans, elle s'en charge de voir si oui ou non il y a autisme ou autre chose, hein, un autre truc, et après elle gère, parce que elle va savoir comment faire. Enfin, c'est quand même pas, je demande pas de faire d'une fusée pour aller sur la Lune, quoi. C'est simple, hein, ce que je demande. Elle va savoir gérer parce qu'elle est formée, parce qu'elle est sensibilisée, parce elle est spécialiste de l'autisme, elle sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Pourquoi est-ce qu'il y en a pas, enfin, comme personne de soutien pour, par exemple, pour le défenseur des droits. S'il y en avait, le défenseur des droits serait accessible aux personnes autistes handicapées. Bon, moi, j'ai plus de preuves qu'il n'en faut pour démontrer qu'ils ne le sont pas. Ils le disent eux-mêmes, en plus. Ils le disent. Quand on leur demande, mais est-ce que vous avez une politique d'accessibilité pour les personnes autistes handicapées? Bon, ils comprennent même pas de quoi on leur parle. Et ils disent, il y en a qui disent, non. Mais il n'y a pas que, hein. Je fais pas une fixation sur le défenseur des droits. C'est partout, hein. Donc là, c'est inadmissible. Franchement, une personne, c'est pas la mer à boire. Quand on voit tous les millions qui sont versés, c'est pas une question de jalousie, hein, à tous ces trucs de lobby du médico-social, tous ces directeurs, ces sous-directeurs, les directeurs de ceci, de cela, la directrice du SAVS, même quand il y a que 10 places, faut qu'il y ait une directrice du SAVS, tous ces trucs. Et j'en passe. Toutes ces gabegies et tous ces trucs qui servent à rien, ou pire, qui sont négatifs. Mais par contre, dès qu'on parle de choses vraiment utiles, là, il y a plus de son, plus d'image. Et pour sortir un peu du sujet des référents autisme, l'accessibilité pour les personnes autistes handicapées dans la société, c'est la première chose à faire. C'est évident, et pourtant, personne n'en parle. Dans votre stratégie, la précédente, il n'y avait pas un seul mot là-dessus. Alors peut-être qu'indirectement, on peut pinailler en disant oui, mais telle mesure, ça participe indirectement, etc. Mais c'est pas, franchement, c'est pas vraiment, c'est vraiment des trucs très périphériques, hein. Et c'est, franchement, pour moi, c'est impardonnable. Enfin, en tout cas, c'est inacceptable de voir qu'on va encore passer des années, 4 ans, dans un système où, à nouveau, votre délégation va nous répondre, oui, on comprend, on est d'accord avec vous, mais on peut rien faire parce que c'est pas écrit dans la stratégie, ce que vous nous demandez. Alors que là, cette fois, vous pouvez pas nous dire qu'on vous l'a pas suffisamment demandé pendant très longtemps, de toutes sortes de manières, et puis c'est publié, c'est écrit, c'est tout ce qu'on veut. Franchement, c'est pas défendable, hein. C'est pas défendable. Et je vous dis, que ce soit compris ou pas compris, mais en tout cas, l'accessibilité pour les personnes autistes, là, on parle que d'autisme, mais l'accessibilité dans la société ordinaire, il y en a pas, ou quasiment pas, parce que il n'y a pas de politique pour ça. Donc forcément, elle va pas apparaître par magie, hein. Et il y a un autre truc aussi qui est très important, c'est que cette accessibilité pour les personnes autistes handicapées, enfin, il y en a même deux. Le premier, c'est que c'est pas des choses exorbitantes, c'est que ça coûte presque rien. Mais ça, vous le savez certainement déjà. Mais aussi, et vous le savez aussi, c'est que ces choses à faire, qui sont relativement faciles et qui coûtent quasiment rien, elles profitent à tout le monde. C'est ça le truc. Vous l'avez déjà remarqué, par exemple à l'école, quand il y a un autiste dans la classe où le niveau est meilleur, mais c'est évident tout ça. Nous, les autistes, d'une certaine manière, vous pouvez considérer qu'on a des signaux d'alerte, d'alarme, par rapport à des défauts, par rapport à des absurdités, des incohérences, des erreurs du système social. Donc nous, comme on est les plus sensibles aux incohérences, aux absurdités, aux erreurs, on est les premiers à souffrir et à se manifester et à crier, etc. Mais ce qui se passe, c'est que le système, pardon de le dire comme ça, mais enfin, il est un peu bête et méchant, et au lieu
de se dire bon là on a des signaux d'alerte, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, on analyse, on reconnaît qu'il y a des erreurs, on corrige et on rectifie la trajectoire. Non, parce qu'en France c'est l'arrogance, c'est l'infaillibilité, il y a des sachants, ils savent, alors en fait ils comprennent rien à l'autisme. Ils confondent en plus l'autisme avec les troubles, donc bonjour, comment voulez-vous qu'ils comprennent? Donc il n'y a pas de politique d'accessibilité. Nous, on vous en a bien parlé, tout ça c'est écrit, donc désolé de devoir le dire comme ça, mais malheureusement, je sais pas qui va être la prochaine déléguée interministérielle pour l'autisme, mais si ça continue comme ça, si on continue à ignorer des choses tellement importantes et qui ont été tellement expliquées de manière tellement patente, je sais pas, mais c'est pas, enfin, c'est inacceptable. Et puis surtout, je vois pas comment, parce que arrivé à un moment, on va bien être obligé de faire des plaintes. Alors c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'impact, les plaintes à l'ONU, les plaintes avec l'Europe, etc. Mais il va fatalement arriver un moment où il y a de plus en plus de familles et d'autistes, etc. qui dénoncent les mêmes choses, qui souffrent avec les mêmes choses. Vous savez, c'est comme avec ce qui se passe avec la rue, avec l'histoire des retraites ou ce genre de choses. On peut pas indéfiniment taper sur la tête des gens comme ça. Il y a un moment où bon, ils se révoltent, hein, c'est logique. Il y a déjà des familles, des associations qui se rapprochent petit à petit de nous parce qu'eux ils voient bien que même si on est un peu une sorte d'épouvantail, quoi. Bon, ils voient bien que dans le fond ce qu'on dit c'est vrai et on dit rien d'autre que le roi est nu. Vous, de votre côté, vous n'avez pas le droit de dire que le roi est nu parce que vous êtes tenu par ce système. Nous, de notre côté, nous avons le droit. On travaille pas dans l'administration française et on dit ce qu'on voit. On dit, ça c'est un chat, on appelle ça un chat. On n'appelle pas ça je sais pas quoi. Donc voilà, en gros, certaines choses que je tenais à vous dire. Donc en résumé, et ça éviterait des monologues qui sont très pénibles pour tout le monde, y compris pour moi, j'aimerais savoir si vous voulez bien nous accorder une réunion qui sera constructive, et beaucoup plus constructive qu'un monologue. Merci beaucoup pour votre patience si vous avez écouté jusque-là, ou même si vous n'avez pas écouté.